On y va pour des erreurs courantes en CSS. Et on commence par une erreur très répandue, ne pas définir des propriétés héritées globales locales. Ici, on a une petite carte avec juste du texte à l'intérieur. Donc hop, ça correspond à ceci. Une carte que j'ai placée rapidement ici, un H2 et un paragraphe. Et vous voyez qu'ici, je vais répéter tout ça en fait. Je vais répéter à chaque fois font family et color. Alors que ce sont des propriétés qui s'héritent. C'est-à-dire que si je vais les mettre ici, si je fais CTRL X, hop, CTRL V ici, je les mets aux parents, quoi, tout simplement. Eh bien, je n'ai plus besoin de les écrire ici. Vous voyez que ça nous fait exactement la même chose. Alors, toutes les propriétés CSS ne s'héritent pas. Il y en a quelques-unes, et ici, par exemple, on en tient des très importantes, font family, color, mais il y a aussi font size, par exemple. Et dès que vous allez sur MDN ou sur un site qui vous propose une documentation, en général, à la fin, il y a écrit si c'est hérité ou pas. Et mieux encore, ici, eh bien, j'aurais pu directement le définir sur mon body, par exemple. Alors, est-ce que j'ai un body ici? Non, tac, hop, hop. Et on a bien les propriétés qui sont venues ruisseler comme ça jusqu'à nos éléments. Voilà, et on peut carrément enlever celui-là si on veut. Ok, donc il faut essayer de les utiliser pour éviter de répéter à chaque paragraphe comme ça, de remettre un font family, de remettre une color, de remettre de la taille d'écriture tout simplement. Ensuite, trop utiliser de important. Alors, hop, 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 hop. On a un carré normalement qui va apparaître ici, qui est rouge, très bien. Donc on a un carré qui est rouge et on a ici div. Donc toutes les divs qui contiennent la classe block specificity, elles ont background color red comme ça. Et ensuite j'ai block specificity, donc juste tous les éléments qui ont la classe block specificity. Donc si ici je mets un background, si je mets un background green par exemple, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que c'est le système de spécificité. On a d'abord la cascade qui rentre en jeu ici, c'est-à-dire le dernier élément qui a été codé ici, eh bien devrait l'emporter sur ses ancêtres ici, enfin ceux qui sont codés avant, si ils ont la même spécificité. Mais si un élément avant lui a une spécificité, pas facile ce mot, plus grande, eh bien c'est lui qui va l'emporter, malgré le système de cascade. Et donc là, c'est le cas. Mais alors, comment ça se fait qu'il a une spécificité plus grande? Eh bien, ici, il a à la fois div et à la fois une classe, comme ça. Ce qui fait qu'il a un point, si vous voulez, dans les éléments HTML qui viennent sélectionner des éléments, un point dans les classes, 0 ID, 0 inline style, comme ça. D'accord? Donc lui, il est à 1, 1, 0, 0, comme ça. Et lui, il a quoi pour sélectionner? Il a juste une classe. Donc il est à quoi? Il est à 0, pas d'élément HTML, 1, une classe, 0, 0. Et donc, c'est lui qui va l'emporter comme ça. D'accord? Donc, très bien, vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport avec important. Eh bien, en général, quand un débutant tombe sur ce genre de problème, il ne comprend pas ce qui se passe. Et ça m'est arrivé quand je débutais. Hein. Et en plus, bon, quand ça fait longtemps que vous avez codé dans une journée et tout, vous n'avez pas trop envie de réfléchir à ce genre de truc. Vous dites, bon, je vais utiliser la carte secrète, hop, important, tadam, et ça va fonctionner comme ça. Alors oui, ça fonctionne, mais si on commence à mettre des importants un petit peu partout dans notre code, eh bien, et qu'on code pas en fait en fonction de la spécificité, on va avoir un code vraiment bancal de chez bancal et plein de bugs en fait. Et si vous allez vouloir faire des changements à un moment donné, eh bien, vous allez plus du tout vous y retrouver avec tous ces importants. On est où en fait dans l'ordre de la spécificité? Qu'est-ce qui l'emporte sur l'autre? Et rapidement, ça devient un cauchemar comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, soit je me rends compte que ça, eh bien, c'est plus haut au niveau de la spécificité que ça, donc je peux le supprimer et mettre juste celui-là, par exemple. Je peux aussi, si je veux, mettre une spécificité plus grande dans celui-là. Par exemple, je dis body block specificity. Ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que je suis hop, hop, à ça maintenant. C'est-à-dire que j'ai un élément HTML, une classe. Et lui aussi, un élément HTML, une classe. Mais vu que je suis dans le système de cascade, vu qu'ils sont à égalité, c'est le dernier codé qui l'emporte. Et donc, c'est bien celui-là. Voilà. Donc pour résoudre les importants et éviter de trop en mettre, il faut bien comprendre ce système de spécificité. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus, j'en suis quasi sûr. Vous tapez spécificité ou cascade Enzo Ustaris. Sinon, vous pouvez le trouver sur le web aussi pour comprendre ça. C'est les éléments HTML, classe, ID, inline style. Et même on a un cas après, c'est quand on met important avec du inline style. Bon, bref, voilà. Ensuite, galérer avec un framework CSS. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop, hop. Ici, j'ai pris Bootstrap, juste le CSS. Le lien comme ça, voilà. Et ensuite, j'ai un bouton. Normalement, il est où? Il est là. Alors, hop, 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 parfait. Donc là, on a un bouton. Valider l'achat, BTN Primary. Très bien, c'est super. Et souvent, on peut avoir envie de changer le CSS quand on débute. Comme ça, on veut changer parfois le CSS d'un framework CSS. Et on veut changer la couleur, changer la taille, le padding, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, alors ça, je vais le mettre en commentaire. Est-ce qu'au-dessus, je l'ai mis en commentaire? Oh, bon, c'est pas si grave que ça. Donc, on vient ici et on essaye, alors je vous l'ai déjà écrit ici, de mettre par exemple background red. Et là, ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Première erreur qu'on peut avoir. Eh bien, ça a un peu un rapport avec la cascade encore. C'est que j'ai mon style CSS qui est ici. Et juste après, j'ai mon CSS de Bootstrap qui a été mis en place. Donc, système de cascade, le dernier l'emporte. Et donc, c'est celui avec la couleur bleue comme ça. Et ma couleur rouge, vu qu'elle est avant, dans le style CSS, eh bien, elle ne l'emporte pas. Voilà. Donc ça peut être un premier problème. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps, ça. Soit on peut juste faire ça. Hein, c'est-à-dire, hop, on va analyser le style CSS après. Vous voyez que ça fonctionne comme ça. Mais on peut voir un autre problème ici. Regardez. Je le survole comme ça, ça repasse en bleu. Et j'ai les borders qui sont en bleu aussi. Donc, ok, je voulais juste changer la couleur. Maintenant, je vais devoir changer 3 autres trucs. Et en général, en plus, là, un débutant ne va pas trop avoir le réflexe de faire ceci. C'est-à-dire de savoir vraiment ce qui se passe en faisant clic droit, inspecter. Et donc, on va dans la console ici. Je zoome pour que vous puissiez bien y voir. Alors, pas trop quand même, tac, tac. Ok, on voit bien que BTN, ça vient de mon style CSS. BTN Primary, ici, ça vient donc de Bootstrap. On voit ce que ça rajoute. Et oh là là, dis donc, regardez tout ce que ça rajoute, la classe BTN de mon Bootstrap, comme ça. Ça rajoute énormément de choses. Et c'est ça qu'il faut regarder en premier. Quelle est la hauteur de ligne? Quel est le padding? Quel est le display également? C'est-à-dire que là, par exemple, ici, les boutons de base, c'est censé être des éléments de type inline. Donc, si je touche à la width à un moment donné, c'est pas censé fonctionner. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on est en display inline block, comme ça. On est en display inline block. Et donc, eh bien, inline block va accepter la hauteur et la largeur. Alors que les éléments inline, on ne peut pas changer leur hauteur et leur largeur. Donc, autant de choses qui font qu'on peut comme ça galérer avec un framework CSS si on a envie de personnaliser les éléments directement en venant passer au-dessus des classes et en venant tout simplement rajouter comme ça des éléments dans notre style CSS. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà on peut éviter les problèmes de cascade comme on a vu juste ici. Ensuite, chaque framework CSS, ou tout du moins tous ceux que j'ai testés, et je crois que je les ai tous testés, eh bien il vous propose un système de personnalisation, notamment avec Sass de manière générale. Donc Bootstrap c'est avec Sass, mais Tailwind, le dernier que j'ai testé par exemple, c'était avec un fichier JS où on pouvait personnaliser et personnaliser les classes du framework CSS. Donc faites de la personnalisation comme ils l'ont prévu et n'essayez pas un peu de tout changer en juste bougeant quelques petites propriétés à droite à gauche comme ça, parce que vous risquez d'avoir des petits bugs comme ça qui vont rentrer en conflit avec le code qui existe déjà et qu'ils ont prévu pour leurs composants comme ça. Ok, donc on peut passer à la suite. Tac, tac. On va mettre ça en commentaire et on va voir la prochaine erreur qui arrive assez souvent avec Flexbox. Souvent, quand on débute, ne pas tenir compte des propriétés intégrées avec Flexbox. Donc, qui sont mises en place dès que vous utilisez Flexbox. Donc, pour ce faire, je vais mettre ça à côté et je vais décommenter ceci. Hop, hop là, nickel. Donc, on arrive sur ça. On a un container ici qui utilise Flexbox. Donc, on a des enfants, des flex items à l'intérieur. Ok. On peut se dire là, ok, ça rend bien, super, j'ai mes items en absolu en pixels, ce qui n'est pas forcément une très bonne manière, mais ça me donne comme ça des rectangles directement, je peux coder directement à l'intérieur, je peux rajouter mon texte, mes titres, etc. Donc je le fais, je suis content, et puis à un moment, je veux tester le responsive. Donc je commence à ouvrir comme ça la console à droite par exemple, et je réduis, et regardez, j'ai mes items à l'intérieur qui se réduisent. Pourquoi à votre avis ? Pourquoi ils se réduisent comme ça? Si j'ai des éléments blocs de base, ils vont pas se réduire comme ça. Surtout si je leur donne comment ça s'appelle? Une width et une height en absolu. Donc avec par exemple 900 pixels de large et 400 pixels de haut. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien de base, quand vous avez Flexbox, quand vous utilisez Flexbox, les enfants ils vont avoir Flex Shrink sur One. Shrink ça veut dire réduire et One ça veut dire qu'ils peuvent se réduire du coup. Et ils vont se réduire comme ça. Alors que si vous rajoutez Flex Shrink 0, donc on est là. Hop, on va sur les Flex Child et on fait Flex Shrink 0 comme ça. Ils ne se réduiront pas. Vous voyez, là, ils vont plus. Le fond se réduit parce que j'ai mis un fond à 70% de la largeur. Mais à l'intérieur, ça ne se réduit plus. Jamais ça va se casser comme ça. Donc, bon, c'est peut-être pas le cas du siècle pour vous montrer ça ici. Quoique, on pourrait imaginer quelqu'un qui a juste envie de faire des media query à partir de là, un flex wrap ou quoi que ce soit. Mais souvent, on n'y pense pas à Flex Shrink quand on débute avec Flexbox. Et donc, on commence à réduire et on se dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup ma div comme ça se réduit alors que je lui ai donné des valeurs, je vous rappelle, en absolu. C'est-à-dire que ici, je lui ai donné à chaque fois width 400 pixels et height 200 pixels. Ça, normalement, une width, quand je lui donne ça, ça bouge pas. D'accord? Donc, c'est ça. Il y a Flex Shrink, il y a également Flex Grow comme propriété de base, et il y a plein de petites propriétés avec le container, par exemple Align Content, etc., qui vont avoir des valeurs de base. Et il faut les connaître, il faut savoir un petit peu ce qui se passe, sinon on a des surprises. On a des surprises, et notamment avec Flex Shrink, qui est la plus grosse des surprises en général. Voilà pour ça, très bien. Hop, on peut du coup se mettre ça en commentaire. Tac, hop.
hop, ne pas faire de reset CSS. Alors ensuite, on va juste se retrouver juste en CSS comme ça. Donc ne pas faire de reset CSS. On a un reset basique, vous le connaissez, je le fais à chaque vidéo. C'est celui-là, tac, qui est tout en haut. Donc je l'ai remis ici. Donc le reset basique, on enlève margin et padding de tous les éléments et des pseudo-éléments before et after. Parce que quand on utilise le sélecteur universel, comme ça ne prend pas before et after. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais il faut rajouter comme ça before et after, ça fait partie des joies du CSS. Donc je vous rappelle que la virgule c'est comme un et, d'accord? Donc ça veut dire sélecteur universel et les pseudo-éléments before et after. Et box sizing, border box, au début ça peut être un peu dur à comprendre, mais c'est dès qu'on va rajouter des bordures ou du padding à un élément, ça va être compris quand on lui rajoute par la suite une largeur et une hauteur. Si on rajoute une largeur et une hauteur, ça va prendre en compte les bordures et les paddings qu'on aura pu rajouter à un élément. Et ça permet en fait d'avoir des calculs plus précis. Et donc quand on utilise width et height, eh bien ça va être beaucoup plus précis. Ça va prendre en compte la bordure et les remplissages au lieu de les rajouter par la suite et donc de venir entre guillemets déformer un peu notre élément ou lui rajouter des dimensions qu'on n'aurait pas forcément voulu. Voilà. Donc ça c'est vraiment un reset basique de chez basique, mais un vrai reset complet, ça va être ceci par exemple. Vous pouvez les trouver sur le web, vous tapez CSS reset, il y en a un très connu premier résultat. Et donc ça va être ceci, c'est-à-dire voilà, ça va prendre vraiment tous les éléments et ça va spécifier quelques petites choses en plus ici. Vous voyez, ça va rajouter des displays, hauteur de ligne, ça va enlever les petits ronds des UL, vous savez, des listes, ce genre de choses. Donc ça c'est un reset pour bien commencer et éviter d'avoir les propriétés avec les valeurs de base en HTML en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça aussi, en général, si on l'oublie, on passe un petit peu du temps à venir régler tout ça, à enlever les ronds des listes, ce genre de choses. Ok, donc on peut passer aux propriétés raccourcies. Donc soit on peut oublier de les utiliser, soit on peut mal les utiliser. Donc par exemple, margin comme ça. Si je fais 0 en haut, 5 à droite, 0 en bas, 0 à gauche comme ça. C'est pas super optimisé. C'est-à-dire que si je reviens dessus un petit peu plus tard, je vais pas comprendre directement que ça fait un margin right 5 pixels. Alors que si je le marque comme ça, je vais beaucoup mieux comprendre. Mais le cas inverse est aussi possible, c'est-à-dire je mets margin top 0, right 10, left 10, bottom 20 comme ça, eh bien je ferais mieux de l'utiliser comme ça. 0 en haut, 10 à gauche et à droite et 20 pixels en bas. Voilà, ça existe aussi avec les 3 valeurs comme ça. On peut mettre une valeur, 2 valeurs, 3 valeurs, 4 valeurs. Très bien. Ensuite, les répétitions. Donc, quand on est sur background, une des propriétés raccourcies les plus connues, on peut avoir une couleur, on peut avoir background image avec un URL ou un dégradé linéaire. Background repeat, size, position. Eh bien, on peut directement l'écrire comme ça si on veut. OK, directement en ligne et tout est écrit. Alors, il faut bien connaître les propriétés et surtout, il y a un petit trick ici, il y a un petit truc à savoir, c'est qu'ici, vous voyez que j'ai mis un slash. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est parce que la propriété, donc je vais plutôt le mettre comme ça, background position et background size, elles vont partager des valeurs possibles communes. Elles vont toutes les deux pouvoir utiliser par exemple des pixels ou des pourcentages. Donc pour bien les reconnaître, on met d'abord background position slash background size, comme ça, voilà, tout le temps. Si on les utilise, si vous voulez pas les utiliser, vous pouvez aussi faire une propriété raccourcie sans les utiliser. Par exemple, je sais pas, comme ça par exemple, enfin ce genre de choses. Ok, très bien. Ensuite, les animations. Ça aussi, ça peut prendre des énormes pavés comme ça. Et au lieu d'avoir un pavé, là, c'est quand même relativement plus simple à comprendre. Alors là, j'ai fait exprès de mettre toutes les propriétés, mais en général, on ne les utilise pas toutes d'un coup. Enfin, ça dépend, mais en général, non. En général, on utilise juste la durée de l'animation. Ensuite, ça, c'est juste le easing, donc la manière dont l'animation va se faire. S'il y a un délai ou pas, est-ce que ça va tourner à l'infini, ce genre de choses. Et le nom, en général, je le mets en premier quand même. Hop, 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 je mets comme ça. Tac, tac, ok. Mais il faut savoir que toutes ces propriétés, eh bien, on peut les mettre comme ça à la suite, directement, sans problème. Voilà, donc ça peut être utile d'utiliser ces propriétés raccourcies. Il faut quand même bien les connaître, hein, on ne va pas se le cacher. Mais une fois qu'on les connaît bien, ça évite ce genre d'énormes pavés directement ici. Ok, donc pour terminer, les Z-index qui permettent de gérer des éléments quand on a un contexte d'empilement et quand on a par exemple des positions absolutes comme on a juste ici, eh bien on va pouvoir les mettre les éléments les uns au-dessus des autres ou gérer comme ça leur position avec Z-index. Alors on essaye en général d'avoir un Z-index qui est cohérent, qui est judicieux et non pas ce genre d'horreur. Par exemple 65 465, en fait on essaye juste d'en avoir, ils vont être numérotés, donc vous pouvez mettre par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fonctionne. D'accord ? Et si on voulait respecter l'ordre qu'il y avait ici, donc le plus grand c'est celui-là, donc j'aurais mis 3, j'aurais mis 1, et là j'aurais mis 2 comme ça, d'accord ? Et donc on évite d'avoir des chiffres qui veulent rien dire, sinon on ne va plus s'y retrouver, on ne va plus vraiment savoir à quelle couche se situe tel élément. Après parfois moi j'aime bien mettre des dizaines par exemple, donc ici je peux mettre 10, 20, 30, et je sais pas, les chiffres un tout petit peu plus grands comme ça permet parfois de un petit peu mieux s'y retrouver. Donc avec des dizaines aussi, c'est possible comme ça, tant que vous n'avez pas trop de couches évidemment.
Ok pour ça, ben voilà pour ces 7 astuces, ces 7 erreurs qui sont assez courantes. Je vous mets le code source en description avec un petit code pen et on se dit à la prochaine. Ciao.